c'était une présentation qui se fait sous le signe, enfin dans le contexte bien particulier de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ou du moins l'agression russe, sous le signe de la dénazification. Et comme quoi tous les Ukrainiens seraient des nazis. Et que cette tendance cette propension au nazisme trouverait ses racines bien en avant dans un antisémitisme, je dirais, atavique des Ukrainiens vis-à-vis de la population juive, antisémitisme qui s'est concrétisé par des pogroms multiples et nombreux, en particulier à partir de 1881 jusqu'à 1917 et au-delà pendant la guerre civile. Alors, c'est une question importante, il ne s'agit pas de sous-estimer cet antisémitisme, mais de par ma culture, de par mes origines, je me disais déjà il y a plusieurs nombreuses années que s'il y avait bien antisémitisme, il y avait aussi eu de nombreux échanges culturels, de nombreux échanges religieux également, de nombreux échanges linguistiques, et par exemple, ne serait-ce que si on s'arrête à la langue, l'ukrainien tel qu'on le connaît aujourd'hui est le résultat d'une russification, mais cet Ukrainien d'origine, je dirais, en particulier pour la région occidentale, est un Ukrainien qui est fortement matiné de mots polonais, de mots allemands, de mots juifs, de mots hongrois. Et cette réflexion m'a amené à un petit peu chercher s'il y avait un héritage commun. Et en fait, cet héritage est riche et multiple, et il est présent en particulier dans les contes. Et dans les contes et récits, dans certains contes et récits, en particulier, alors je vous propose, je vais un peu vite, voilà, donc je vous propose, c'est dans une région qui est ici et que l'on appelle les Carpates, enfin les Carpates qui est une chaîne de montagnes, c'est qui est une chaîne de montagnes qui, je vais, hop, elle est là, voilà, c'est une chaîne de montagnes que l'on a ici reproduite sur la carte ethnographique, qui prend différentes appellations, qui s'appellent les Carpates, qu'on écrit avec un H, que l'on écrit Carpates dans toutes les langues slaves, et que l'on trouve en yiddish et en allemand sous le nom, et en autrichien sous le nom de Karpaten, en roumain sous le terme de Muntii, et en hongrois sous le terme de Karpatak. Je continue, donc ici, et c'est une chaîne de montagnes où se sont retrouvés dans les montagnes des bergers, et en particulier un des chefs d'une révolte paysanne donc, qui est devenu un héros populaire, Alex Dobush, et à la même époque, le fondateur du hassidisme, le Baal Shem Tov. Alors c'est une chaîne de montagnes, si l'on prend à partir de, excusez-moi, je reviens un tout petit peu en arrière, si on apprend à partir du haut et on redescend, voilà, comme ceci, et je repasse maintenant, c'est une chaîne de montagnes qui comprend des sommets relativement élevés, puisqu'on a les Tatras, qui est une chaîne élevée au niveau de l'ancienne Tchécoslovaquie, avec un mont Garlachovka qui va jusqu'à 2655 mètres. Ensuite, si on descend lentement le long de la Pologne et de l'Ukraine et de la Roumanie, de l'Ukraine plus exactement, on a une chaîne de montagnes qui est plus basse et qui est adossée à une région qui a des noms enchanteurs qui ont pour nom Galicie et Bukovine. La Galicie, c'est la région de Lvov, c'est la patrie de Zakhar Mazor, hein, le fameux père du masochisme, mais aussi d'une vie culturelle très riche et qui s'est développée en particulier dans l'Empire austro-hongrois. Ensuite, les montagnes remontent, on est au niveau de la rivière Stryï, qui sépare l'Ukraine de la Roumanie, et les montagnes ont pour titre le Popadia, à 1742 mètres, le Velika Sivulia, la Grande Sivulia, 1836 mètres, le Popivan, 1925 mètres, et la montagne noire, le Tcharnagora, à 2022 mètres, et ensuite on descend et on se retrouve au niveau de la Transylvanie, de la Moldavie, de la Valachie, et plus loin encore, de la Pouchta hongroise. La Pouchta, ça veut dire la plaine hongroise. Alors la Transylvanie et la Moldavie, nous le connaissons, hein, c'est la patrie d'Elie Wiesel, entre autres, mais d'une communauté juive très importante. Alors, cette région, pour ce qui nous concerne,
Voilà. Cette région, pour ce qui nous concerne, est une région qui peut être considérée comme un espace double. C'est une région qui peut être considérée comme une région où ont afflué les envahisseurs venant de Mongolie et qui ont pu, comme ça, qui se sont retrouvés adossés aux montagnes et trouvant également des lieux où habiter dans les villages. Alors donc, ça apparaît comme un goulot d'étranglement où viennent s'échouer les envahisseurs et préservant la partie occidentale de l'Europe, certains sont néanmoins parvenus à rejoindre la plaine hongroise et sont venus ensuite peupler Budapest, hein, c'est les fameux Huns. Donc là, cette montagne, ces Carpates peuvent être considérées comme un goulot d'étranglement, ou pour certains, pour l'autre côté, en particulier pour le côté polonais, pour le côté autrichien, pour le côté slovaque, en particulier, ça peut être considéré comme un Éden préservé, comme un lieu où, justement, éloigné des grands carrefours culturels et de civilisation, eh bien, c'est conserver de manière intacte les cultures qui ont su se développer dans les petits bourgs et villages de ces montagnes. Donc ce serait une terre de bons sauvages dans un Éden préservé, une terre de bons sauvages qui aurait échappé au désastre de la civilisation. Et c'est pour ça que ce lieu des Carpates est devenu un espace d'inspiration identitaire. Et c'est là, au XIXe siècle, que les fondateurs de la nation ukrainienne vinrent se ressourcer aux sources vives de l'authentique culture et qu'ils découvrirent l'importance dans le peuple des récits et des légendes de Dobouch, le Robin des Bois Hutzul. De même, mais un peu plus tardivement, vers la fin du XIXe siècle, des intellectuels juifs, en particulier venus de Vienne et de Prague, des intellectuels juifs qui avaient été dans un premier temps fascinés par la Haskalah, par les Lumières, et qui avaient des velléités d'intégration dans la société autrichienne et allemande, eh bien ce sont là que ces intellectuels juifs sont allés chercher une forme de judaïsme préservé dans son originalité. Et ils sont allés s'inspirer de cet judaïsme populaire incarné par le hassidisme du Baal Shem Tov. Ces terres-là sont effectivement des terres du hassidisme qui est particulièrement développé, et cette problématique de la réversibilité du mythe des confins, tantôt goulot d'étranglement, tantôt Éden, préservé loin du bruit du monde, se trouve dans le cas du pays Hutzul, complexifié. Pourquoi? Parce que cette terre-là devient l'espace de deux sources ou de deux identités nationales et culturelles, ukrainiennes et juives. Donc, ces Hutzul, qu'est-ce que c'est que ces Hutzul? Eh bien, les Hutzul, on trouve... c'est ça. Ces Hutzul, qui sont-ils? Eh bien, c'est la persistance d'une authentique culture populaire, nationale, ou du moins considérée comme telle, conservée dans les Carpates, qui incita, dès le premier tiers du XIXe siècle, des ethnographes à entreprendre des expéditions dans ce massif montagneux. Ils étaient soucieux, comme dans tous les pays, et à l'exemple européen, ouest européen en particulier, et sur l'exemple de ce qui s'était produit en Angleterre, en Allemagne, en France, ils étaient soucieux de disposer des éléments nécessaires à la constitution d'un socle identitaire, un folklore, des chansons, un héros national. Et donc ils se sont lancés dans la collecte de ces éléments constitutifs. Et ils s'intéressèrent à l'origine du mot Hutzul. La première étymologie du mot Hutzul est donnée par l'Ukrainien, l'ethnologue ukrainien Petro Stupnitsky, qui est ici cité, qui fut l'initiateur des études sur le pays Hutzul. Alors, pour lui, le mot Hutzul venait du nom donné aux Mongols à leurs chevaux, à la race de petits chevaux qui courent dans les plaines de Mongolie. Et
effectivement une race de petits chevaux, je vais y arriver, qui sont utilisés comme des bodets, comme des ânes dans le transport et qui sont particulièrement utiles, vu leur petite taille, pour aller sur les sentiers escarpés. Plus tard, un autre ethnographe, Joseph Karzeniowski, a donné une autre origine au mot Utsul. Il a dit que c'était originaire du mot Kachul, et Kachul veut dire en langue slave, Kachevat veut dire celui qui migre. En l'occurrence, les Utsul seraient des Ukrainiens qui auraient fui l'invasion des Polovtsiens en 12e, 13e siècle, le 12e, 13e siècle de Kiev. Ils seraient fuis de Kiev, des Ukrainiens de Kiev qui auraient fui et auraient trouvé refuge dans les Carpates. Donc c'est une version qui est particulièrement intéressante parce que ça fait quelque part de ce peuple-là le porteur d'une identité qui est vienne préservée. L'existence, on a plusieurs, donc Ivan Vakhelievitch également, donc il reprend cette racine de Polovtsiens. Les Polovtsiens, c'était ceux qui habitaient, la tribu qui habitait à Kiev. Et plus globalement, ces Utsul sont incorporés dans une ethnie ou dans un groupe que l'on appelle les Ruthènes, que l'on retrouve dans la racine russe. Alors, ce terme de Ruthène est très intéressant, puisque c'est le terme que les Utsul et d'autres tribus se donnent entre eux, ils s'appellent des Ruthènes, et c'est le terme également qui a été utilisé dans l'Empire des Habsbourg par les Autrichiens pour désigner cette population. Faisant donc reconnaissant de même la spécificité identitaire de cette population. Contrairement à ce qui se passait du côté oriental, donc du côté russe dans l'Empire russe, puisque je vous rappelle que le terme d'Ukraine n'existait pas dans l'Empire russe, l'identité même ukrainienne était niée, et la langue ukrainienne était également niée. Nicolas II considérait que c'était un jargon parlé par des paysans. Et pour désigner les Ukrainiens, on utilisait le terme de petits Russiens, et pour désigner les Biélorusses, donc de blancs Russiens, et tout ceci fondé ou fondu plus exactement dans une seule nation, dans un seul peuple, gouverné par les grands Russiens qui étaient les Russes. On trouve donc beaucoup d'explications d'ores et déjà. Les premiers textes littéraires ou ethnographico-littéraires sur les Utsul datent de la fin du XVIIIe siècle et ils furent l'œuvre d'ethnographes le plus souvent étrangers, français, allemands en particulier. Donc distinguons pour cette période ce qui se passe du côté russe et du côté autrichien hongrois. Dans la partie russe, les recherches sur l'identité ukrainienne dans cette partie de l'Ukraine ont commencé sous Nicolas Ier. Il manque une parenthèse à Piotr Uvarov et à ses dates de naissance et de décès, et je m'en excuse. Piotr Uvarov, qui était ministre de l'Éducation et premier ministre de Nicolas Ier, l'inventeur, quelque part, de la triade orthodoxie, autocratie, nationalité. Une triade qui a été exprimée d'abord en français avant d'être traduite en russe. Ce sont des personnes qui parlaient français avant tout. Et la nationalité russe et slave est considérée, et que l'on appelle en russe la narodnost, signifie l'identité slave. Donc ce pouvoir s'appuyait sur l'orthodoxie, la religion, l'autocratie, et également sur cette identité slave qui fondait un tout unique dans leur esprit, sans distinction entre Russes, Biélorusses et petits Russiens. Et afin de contrer l'influence des idées démocratiques, afin de contrer l'influence révolutionnaire de la Pologne qui s'était soulevée en 1830-1831, Uvarov a décidé qu'il fallait fonder constituer les bases d'une contre-culture, d'une contre-identité opposée à la culture occidentale. Et donc il a demandé à ce que soit fondée une société ethnographique russe et que des collectes soient
faite. C'est sous le règne de Uvarov et de Nicolas Ier qu'ont été créées les premières universités en Ukraine, à Kiev et à Kharkiv. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Mais ensuite, pour la génération donc, qui est venue après, cette génération des 1850, 1860, la génération de la confrérie Cyril et Méthode, qui était une confrérie ukrainienne, cette génération qui est venue après a poussé les recherches un peu plus loin. C'était des Ukrainiens et ils se sont aperçus qu'il y avait une spécificité ukrainienne, qu'il y avait une langue ukrainienne, qu'il y avait des chansons qui n'étaient pas, que l'on ne pouvait pas considérer comme faisant partie d'un tout uniforme avec la culture et le folklore russe. Et c'est ainsi que sont apparus les premiers écrivains et ethnographes ukrainiens, et en particulier Taras Shevchenko. Taras Shevchenko, c'est le fondateur, quelque part, de la littérature ukrainienne. C'est un grand poète qui a donné son nom à des musées et qui a donné son nom également à de nombreux monuments et des places, et qui a eu une sorte qui est devenu une sorte de héros national du point de vue littéraire, puisqu'il a été déporté par les Russes et il est mort très tôt, très jeune. Et c'est lui qui a fondé l'Institut ethnographique, et en particulier qui a eu l'idée de créer à Lviv, plus exactement, prenons les termes ukrainiens, le recueil ethnographique en 1895-1929, enfin en tout cas sur son initiative, et qui a été en particulier dirigé du point de vue rédactionnel par Mikhail Khrouchtchevski, dont j'ai indiqué les dates. Mikhail Khrouchtchevski est un grand ethnographe, un grand ethnologue qui a participé à des collectes, mais aussi, fait très intéressant, il a été le premier président de la République ukrainienne indépendante en 1918, président de la Rada, comme on dit, de cette République indépendante, au moins jusqu'à la fin de la guerre civile en 1921. Donc, vous voyez comment il y a une importance de cette région-là pour la structuration de l'identité, puis après de la nation ukrainienne. Oui. Oui, c'est ça. Donc, ces collectes ethnographiques en Pays Outsoul, eh bien, j'ai mis là quelques noms qui sont très célèbres. Il y a Volodymyr Hnatiuk, Volodymyr Shukhevich, qui ont constitué quelque part dans leur recueil, par leur recueil de collecte de chansons, de récits, de contes, qui ont constitué ces recueils ethnographiques dont je parlais et qui m'ont inspiré dans la constitution du livre que j'ai ensuite composé. C'est-à-dire que j'ai pris leurs récits et je les ai traduits et je me suis aperçu de toute la richesse et la pétulance de la langue, où on a beaucoup de yiddishisme, où il y a beaucoup de polonisme, il y a beaucoup de mots hongrois, et donc leurs recueils sont absolument admirables. Ils reproduisaient absolument les dessins des maisons, ils reproduisaient les habits, c'est très très intéressant à voir et à regarder. Par exemple, ici, on a une maison, une chata, comme on dit à l'époque, on saurait dire si c'est une maison outsoul ou juive, ça avait le même type d'habitation, c'est tout à fait c'est tiré d'un des recueils. Et à côté, vous avez une des photographies qui avait été prise, c'est pas bien. Je retirais de jeunes filles qui étaient en train de filer la laine avec leur costume national. Donc tout ça est tiré des recueils. Et puis, je reviens, voilà. Et puis, donc, on a des différents écrivains. Alors, je ne sais pas pourquoi Philaret Collet, ça apparaît 2 fois sur ma feuille, mais ce n'est pas bien grave. Des écrivains polonais, comme Vicente Paul, qui sont venus s'inspirer. Également, Fedir Wolf et d'autres écrivains polonais qui sont allés représenter... Ah oui, alors ce que je voulais dire sur Wolf, je voulais dire 2 mots, c'est qu'il avait fait ses études en France et qu'il avait fait d'anthropologie et qu'il avait en particulier eu des liens avec des anthropologues et ethnologues dans le sud-ouest. Bon, c'était pour l'anecdote. Et puis également, je n'ai pas indiqué ici, mais il y a parmi les grands écrivains qui ont également, sans aller faire des collectes,
il y a le nom de l'écrivain Ivan Franko, qui est après celui de j'ai perdu son nom, parce que je suis un peu distrait aujourd'hui, avec Tchétchenko, excusez-moi. Ivan Franko est l'autre grand écrivain classique de la littérature russe. Ukrainienne, excusez-moi, décidément, je dis n'importe quoi, de la littérature ukrainienne. Voilà, donc une chata otsoul, ou juive, voilà les fileuses. Alors, voilà donc pour la partie russe et la partie autrichienne de la naissance de cette identité ukrainienne dans cette région-là. La Russulchina, ce territoire a été le terre d'une identité juive. Alors, par quel type de juifs, quels juifs se trouvaient là? Eh bien, des juifs ashkénazes, hein, pas des juifs venus d'Alsace, des juifs venus d'Allemagne et de Pologne qui ont émigré au gré des expulsions. Alors, on les appelait les Liptchani. Dans cette région-là, on les appelle les Liptchani. Alors, parce que par ressemblance phonétique avec Leipzig, on disait qu'ils venaient de Leipzig, Liptchani, Leipzig. On les a appelés aussi les Niemti. Niemti, c'est en langue slave, Niemetz, c'est l'allemand, mais c'est également celui qui est muet, parce qu'on parle avec lui, il ne vous comprend pas, il ne vous répond pas, et donc on a l'impression qu'il est muet, donc les Niemti. On les appelle également dans cette région les Finak, en particulier dans la région de Lvov, donc déjà dans la plèbe, ou Funak, pour de pronom interrogatif d'où viens-tu en yiddish, Funwer, hein, d'où viens-tu, ou encore les Wasserpolaken, c'est-à-dire les Polonais qui ont traversé l'eau, c'est-à-dire qui ont traversé la rivière pour trouver un refuge, pour trouver où s'abriter dans les Carpates, dans les montagnes. Alors, il semble néanmoins que si ces régions-là ont été fortement peuplées par des juifs ashkénazes, que les premiers juifs présents dont on a des traces dans ces terres-là sont des juifs séfarades qui venaient de Hongrie et de Turquie. Bon, ce n'est pas les plus nombreux. Alors, au XVIIe siècle, cette région des Carpates et ces montagnes des Carpates se sont trouvées peuplées par un afflux de population. Cet afflux de population juive venait des plaines d'Ukraine. Pourquoi? Parce que les Juifs étaient chargés, dans les plaines d'Ukraine, d'être les intermédiaires quelque part entre les seigneurs polonais et les paysans ukrainiens, en tout cas non polonais et non juifs. Alors, cette fonction d'intermédiaire et d'économe a fait qu'ils devaient collecter les impôts, ils étaient chargés de louer directement aux paysans ukrainiens des locaux qui appartenaient aux seigneurs polonais qui n'étaient pas présents ou pas toujours présents sur les lieux, qui étaient à Varsovie dans les autres villes. Ce qui a mis directement en confrontation juifs et ukrainiens face à face et qui a provoqué des frictions. En particulier, près de 90% des auberges étaient tenues par des juifs qui prêtaient de l'argent pour que les Ukrainiens puissent venir boire, puissent venir manger, d'où le mythe en particulier, les légendes nombreuses sur les juifs empoisonneurs, ou plus spécifiquement, ou plus particulièrement les juifs qui profitent de la faiblesse des Ukrainiens pour la boisson, pour soutirer tout leur argent. Cela a créé des tensions très fortes. Et au XVIIe siècle, un ataman, le hetman, le chef en ukrainien, Bogdan Khmelnytsky, est venu avec ses cosaques des plaines du Don, donc de la partie orientale de l'Ukraine, et a déboulé littéralement jusque dans les Carpates, jusqu'à la frontière polono-lituanienne, jusqu'à Brest-Litovsk, et a provoqué de très nombreux pogroms. C'est la première grande vague de pogroms perpétrée par des Ukrainiens. Alors, c'est une vague de pogroms qui a touché la population juive, c'est une vague de pogroms qui a également touché les chrétiens catholiques polonais. Quoi qu'il en soit, beaucoup de juifs ont trouvé refuge dans les montagnes, dans ce qu'on appelle les shtetl, c'est-à-dire les petits villages ou bourgades.
Alors, en dessous, j'ai mis sur ce panneau le système de la renda, c'était le système d'intermédiaire qui servait d'un système dont le nom signifie que les Juifs étaient les intermédiaires entre le seigneur polonais et les Ukrainiens. Une des conséquences de ces pogroms, outre le fait de trouver refuge dans les villages des Carpates, fut une scission dans le monde juif. D'un côté, le monde juif du nord, de Lituanie, conservant son rapport avec le livre, et d'autre part, le monde juif du sud de l'Ukraine, de la partie occidentale de l'Ukraine, privé de cette relation avec les tenants d'une orthodoxie religieuse et expérimentant une forme spontanée de religion et de contact avec la nature. C'est le hassidisme. Le hassidisme, c'est une forme d'appréhension spontanée, primitive de la religion où l'étude des textes est secondaire. L'essentiel, c'est la symbiose avec la nature. L'essentiel, c'est l'harmonie du corps avec la nature et le fait de se trouver en harmonie avec Dieu par l'harmonie du corps. Par l'harmonie, alors cela passe par des excès de boisson, cela passe par des excès de nourriture, mais cela passe également par la joie. Celui qui n'est pas joyeux va contre Dieu. Hein? Et donc c'est le fameux folklore juif avec tous les klezmer que l'on connaît, musique klezmer. Alors je m'aperçois que je ne suis plus mes notes et c'est très bien. Et la littérature juive, alors là c'est en petit, hein, la littérature juive va s'inspirer de cette culture hassidique, en particulier dans ce que l'on appelle la littérature du ghetto ou ghetto novel. Alors, ghetto novel, c'est un terme qui vient d'Autriche et d'Allemagne, de la littérature juive allemande, avec un rapport ambigu par rapport à ces juifs des Carpates. D'une part, il y a une sorte de rejet pour ces sauvages qui ont une appréhension et une compréhension si primitive de la culture et de la religion juive. Mais en même temps, petit à petit, se forge une sorte de fascination pour la force que ces juifs ont su préserver, force physique, appréhension directe avec la nature, et c'est pour ça que pour les Juifs de Prague et de Vienne, cette région d'Ukraine va devenir ce qu'ils appellent la semi-Asie ou les maths, c'est-à-dire la terre naturelle, la terre natale. C'est ainsi que l'on retrouve cette semi-Asie, hein, c'est François Karl-Emil François qui donnera ce nom-là de semi-Asie, Karl-Emil François, 1848-1904. Et donc la Galicie, et plus particulièrement les Carpates, incarnent la version juive du terroir, du Hémat. C'est un lieu de ressourcement physique, un lieu de ressourcement culturel, et une zone de conflit entre la culture juive allemande portée par les juifs éclairés et une forme de culture primitive incarnée par l'ascétisme et le Baal Shem Tov, le fondateur du hassidisme. Alors, le nationalisme juif va se former avec un certain retard par rapport aux autres formes de nationalisme, mais vous comprenez que cette forme de juif paysan, de juif laboureur, de juif berger, de juif bûcheron, présent dans les Carpates, va inspirer donc les tenants d'un judaïsme régénéré, mais également va inspirer les sionistes et anarchistes juifs. Les sionistes, parce qu'on trouve là un exemple parfait du juif susceptible de construire, du juif physiquement en harmonie avec la terre. Et l'image du juif en harmonie avec la terre, bien, on le retrouve plus tard en Palestine et en Israël. Alors le premier à entreprendre des recherches ethnographiques parmi les Juifs, eh bien, on a l'anthropologue Arthur Rupin qui a poussé très loin
l'anthropologie juive jusqu'à employer le terme de race juive et qui a fait des recherches sur la forme des crânes, sur la forme des nez, etc., etc. Bien. Et puis surtout, ensuite, Martin Buber, anarchiste, sioniste, qui a, dans sa revue Ost and West, traduit et adapté les récits du Baal Shem Tov, les légendes autour du chef du courant hassidisme, du Rabbi Israël ben Eliezer di Baal Shem Tov, le maître du bon nom, ou le Besht. Alors viennent après toute une pléiade d'écrivains qui ont choisi soit le yiddish, qui ont choisi soit l'allemand pour décrire le mode de vie de ces habitants des Carpates. Soma Morgenstern, Bruno Schulz, qui a laissé des croquis également, Joseph Roth, Agnon, qui a écrit en hébreu, et Ansky qui était qui a commencé sa carrière en tant que populiste dans le Parti populiste russe. Ils se sont inspirés fortement du Parti populiste dans le sens la recherche des racines du peuple. Il était le secrétaire du chef du Parti populiste russe, Lavrov, qui a fait un séjour en France. Et ensuite, Ansky est allé faire des collectes à la veille de la Première Guerre mondiale dans les Carpates et en Galicie. Ansky, c'est l'auteur de la fameuse pièce Le Dybouk, qui est connu, c'est son œuvre absolue, et qui a fait des collectes très importantes. Et c'est également dans cette région-là que les musicologues juifs, Julian Engel, fondateur de l'école de musique de Saint-Pétersbourg, l'école juive de Saint-Pétersbourg, en 1908, est allé chercher des mélodies juives. Alors, ces différentes campagnes furent souvent réalisées dans l'urgence, comme s'il y avait un peuple ou une tradition qui était en train de disparaître, et effectivement le progrès industriel était en train de pénétrer dans ces régions-là, et aussi les nouveaux rapports économiques. Et effectivement, ce sont des régions qui ont été très fortement perturbées par la Première Guerre mondiale, mais aussi qui ont été traversées par la violence au moment de la guerre civile, au moment de la Révolution russe, de la guerre civile, et ensuite par la Seconde Guerre mondiale. Les villages de Galicie, de Bukovine, les Carpates, où habitait une très importante population juive, ont été entièrement décimés, massacrés et anéantis. Pourtant, il reste de ce pays-là, dans l'inconscient juif, l'image d'une terre d'harmonie, de nostalgie, d'une terre de communion entre deux communautés. Et cette communion, cette idée de communion, cette idée d'harmonie est très sensible dans les récits juifs et dans les récits et contes ukrainiens de cette région que j'ai pu rassembler et collecter. Et au centre de cette nostalgie, il y a donc deux figures. Il y a deux figures qui sont, Dobush, le chef des insurgés, une sorte de Robin des Bois, 1700-1745, et le Baal Shem Tov, 1700-1760. Alors, ce qui a été assez exceptionnel dans ces récits et contes juifs et ukrainiens de cette région, c'est que l'on a des personnages juifs et le Baal Shem Tov qui est présent dans les récits ukrainiens, et on a des personnages ukrainiens qui sont présents dans les récits du Baal Shem Tov, en particulier incarnés par des brigands et bandits. Je crois que ce croisement, ou cette superposition, ou cet échange de personnages est assez unique dans le folklore européen en tout cas. Alors voilà tels qu'apparaissent les hommes de Dobush. Ils ont une mazanka, c'est-à-dire une sorte de gilet en peau. Ils ont des sandales, ils ont une pèlerine, alors les voilà, folklore, avec des pièces de monnaie autour du cou et des colliers richement fournis. Et puis donc, voici
Dobush, tel qu'il apparaît en photographie, c'est pas le vrai, hein, mais évidemment, mais tel qu'il est, voilà, alors c'est l'homme de Dobush, tel qu'il est représenté dans les contes, avec sa petite hache et puis son gilet. Et puis, voilà, Dobush, tel qu'il est, apparaît dans sa première représentation que j'ai pu voir. C'est un tableau qui est exposé au musée de Lviv. Alors, je ne sais pas s'il y est encore. Hein. Alors, en ce moment, ça doit être. Alors, Dobush apparaît sous le nom de Dobush, Dobosh. Dobosh en hongrois, Dovbush en polonais. Hein, vous voyez, il y a une sorte d'élasticité de son nom. Alors, il y a plusieurs origines d'explication à l'origine de son nom. Hein. Dobosh en hongrois, c'est le pivert. Et puis, il y a une explication juive à l'origine de son nom, puisque Dovbush serait l'association du nom du mot ours en hébreu, Dov, et du même mot ours en yiddish, bush ou ber, Dov ber, donc il serait 2 fois ours, et ce n'est pas un phénomène très unique, hein, puisque vous savez, dans la tradition midrashique, enfin, on retrouve des noms de personnes, des prénoms d'animaux donnés à des personnes. Hein. Par exemple, Zipporah, c'est l'oiseau. Zeev Jabotinsky, le chef du sionisme, c'est le lion. Zvi, c'est la biche. Yael, c'est le chamois. Et Déborah, c'est l'abeille. Donc on a comme ça une possibilité d'interpréter le nom de Dobush comme étant un nom attribué ou qui trouve son origine dans la Midrasha, dans la culture juive. Voilà. Donc je suis tout disposé à répondre à vos questions. Voilà quelques représentations plus tardives de Dobush, également présentes au musée de Lviv. Voici un propriétaire polonais tel qu'il apparaissait. Alors, ceci est un poêle tel qu'il est encore présent dans une maison dans les Carpates, et on voit bien que ce poêle appartenait à une famille juive, hein, puisqu'on a une représentation directement inspirée des contes et légendes, avec une biche, avec un vendeur, un monsieur collecteur, qui a une ruche au beau milieu, il la transporte sur sa brouette, le lion de Jérusalem. Derrière le lion de Jérusalem, on a une synagogue en bois. Tout ça est un poêle. Ici, ensuite, on a la représentation de Stanislav Dobitski, c'est une rue juive dans un village des Carpates, avec les maisons typiques de cette région-là pour les gros bourgs, avec des toits en pente et puis la possibilité d'ouvrir le pan du toit pour les fêtes de Sukkot. Et puis, voici une Madone Utzul pour la Première Guerre mondiale, dans un esprit d'art nouveau. Je ne me lancerai pas plus là-dedans, je ne suis pas un spécialiste de l'art, hein, mais je tenais néanmoins à vous les montrer. Ça c'est plus classique, je dirais, de facture. Et voici Kalamika, c'est la danse traditionnelle de la région. Kalami étant un village qui est placé tout en haut des Carpates ukrainiennes, qui avait une très forte population juive qui a été entièrement décimée. Alors, décimée, puis on pourrait aussi s'arrêter ou revenir sur les instants de friction entre Ukrainiens au moment de la Pâque orthodoxe. Il y avait Carême, et après Carême, la population orthodoxe buvait énormément de vodka. Et généralement, l'association de la vodka et de l'idée que les Juifs avaient tué le Christ provoquait plus que des heurts, des conflits. Alors c'est une région où il y a
la religion orthodoxe qui est présente, la religion juive sous la forme hassidique, et puis une religion mixte, orthodoxe et catholique, que l'on appelle uniate, c'est-à-dire des orthodoxes qui reconnaissent l'autorité du pape à Rome. Et voilà. Je crois que c'est tout. Voilà. Dans le livre que j'ai composé, il y a donc des récits de contes ukrainiens, et il y a pour la plupart des poèmes ou des courts récits empruntés à des écrivains juifs, que ce soit en hébreu ou en yiddish. Mais je voulais, si j'arrive à retrouver ma première page, avec une main c'est pas facile, je vais retrouver puisque c'est numéroté. Je voulais vous présenter une histoire qui raconte cette forme de symbiose entre juifs et ukrainiens, et entre Dobush et le Baal Shem Tov, puisque le Baal Shem Tov, voilà j'y suis, Dobush, le bandit ukrainien, va aider le chef du hassidisme, le chef du hassidisme, à aller à Jérusalem. C'est pas rien, hein. Il va l'aider à aller à Jérusalem en creusant un tunnel qui part des montagnes et qui arrive jusqu'à Jérusalem. Vous imaginez, tout est possible, hein. Tout est possible. Mais enfin, quand on aime son ami, hein, avec qui on vit à côté, hein, pourquoi pas. Alors, surtout que Dobush a beaucoup d'hommes à son service, donc tout est possible. J'y vais, c'est la page 344 dans mon livre, j'y vais, encore une fois avec une main c'est pas évident. Voilà, et puis comme ça en même temps c'est le suspense. Hein. Voilà, voilà. Alors ça s'appelle Le voyage du Besht vers la Terre Sainte. C'est un récit qui est tiré des récits du Baal Shem Tov lui-même. Donc c'est la version juive, là, pour début. Alors, un jour, les brigands vinrent trouver le Besht et lui dirent « Nous connaissons un raccourci, et ce raccourci conduit jusqu'à la Terre Sainte. On va emprunter des caves et des passages souterrains. Si tu le désires, tu peux venir avec nous et nous te montrerons le chemin. » Le Besht accepta bien volontiers de partir avec les bandits. Ils parvinrent jusqu'à un large fossé rempli d'eau, de boue et de vases. Ils le franchirent en passant sur une planche jetée entre les deux bords du fossé. Tout en progressant, ils prenaient appui sur une perche qu'ils enfonçaient dans la boue. Les brigands ouvraient la marche. Quand le Besht mit le pied sur la passerelle, il vit une épée enflammée tournoyer devant lui. Il revint sur ses pas, car s'il avait traversé, il aurait été en grand danger. Et le Besht pensa au fond de lui-même, « Il doit bien y avoir une raison à ma venue jusqu'ici. » Et sur le chemin du retour, il rencontra une grenouille dont il est question dans l'histoire suivante. Alors, on voit bien que là, il y a deux expressions. Les bandits ils ont la force et le Besht suit, mais en même temps il a la magie avec lui et Dieu qui lui dit ben non, hein, c'est pas l'heure d'arriver jusqu'à Jérusalem, hein, c'est un peu tôt, hein, tu dois rester là. Et la version ukrainienne, je crois que c'est la version ukrainienne que j'ai choisie après. Non, c'est pas ça. Non, j'ai choisi une autre histoire. J'ai choisi une autre histoire qui est tirée d'un recueil d'un écrivain yiddish qui a vécu dans les Carpates et qui ensuite a trouvé refuge aux États-Unis. Et qui montre là aussi comment cet espace est un espace de... Alors cet écrivain, il s'appelait Naftali Gross. Comment ces écrivains ont nourri une nostalgie de cet espace-là. Chemins et sentiers ont disparu sous la glace.
Monts et vallons sont recouverts de neige. Quand le Baal Shem Tov et Dobouche se déplacent, devant eux s'ouvrent les cavernes, les portes des maisons et des auberges. L'aube bleuit au sommet des montagnes. Le vent chante à la cime des pins et des sapins centenaires. Le gel croque les branches de ses grandes dents. Le Besht se glisse dans un trou creusé dans la glace de la rivière. Et plein d'entrain arrive Dobouche. Toute la nuit, il a bu avec ses compères. À petits pas, il approche de l'eau, jetant de ci, de là quelques moyettes de paille pour ne pas se mouiller les pieds. Dobouche toute la nuit dans les montagnes à Féripaille. Ses compagnons lui apportaient les mets les plus délicieux. Puis on a dansé, sifflé, joué du violon et chanté. Le Baal Shem Tov, pendant ce temps, marchait dans la forêt, chantant avec le vent et les aiguilles de pin, enlaçant chaque arbre comme si c'était le sien. Il a embrassé de ses pieds gelés la neige acérée, a parlé qu'il me pardonne, à Dieu d'égal à égal. Il marchait et priait avec humilité, louant à chacun de ses pas le sol sous ses pieds. Porté par le vent, Dobouche avance fièrement. Il imagine des royaumes et leurs cités devant lui s'inclinent humblement. Il couvre ses proches de cadeaux et d'amour, et sans compter distribue des récompenses au sujet de sa cour. De chacun et de tous, il écoute les vains bavadages. Tendu comme un arc, il affronte les dangers du monde sauvage. Telle la mort, fauchant tout sur son chemin, ne se soumettant qu'à sa seule volonté, il pousse des cris jusqu'au matin. Devant le Baal Shem Tov et Dobouche, tombent les frontières et les barrières, et tombent les hommes dans la dévotion et la prière. L'orgueil apaisé se soumet et s'incline, tandis que l'amour vers eux s'étire, et les arbres, les herbes et les fontaines, tels des moulins, bruissent et murmurent à l'oreille de Dobouche et du Baal Shem Tov. Vous voyez, on a là deux types de vie, deux appréhensions de la vie. Il y en a un qui est dans la piété, dans l'harmonie avec la nature, qui va affronter, qui va essayer de descendre le plus bas possible dans la souffrance pour mieux rebondir dans la jouissance. C'est le Baal Shem Tov, et qui a besoin de cela de la nature comme intermédiaire, qui est une forme d'intermédiaire avec Dieu. Et puis l'autre, bon, qui fait la fête, etc., mais qui arrive finalement au même objectif et à la même communion avec l'autre et avec le cosmos. Je vous remercie.